Bonjour, je m'appelle Nicolas Tremblay, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait ma formation à l'IFTEM à Bordeaux, l'Institut de formation en thérapie énergétique et manuelle. 5 ans d'études dans une école agréée à la Fédération nationale de médecine traditionnelle chinoise. Voilà, et j'ai décroché le diplôme national de médecine traditionnelle chinoise il y a 2 ans. Voilà, et je vais vous faire une présentation de la médecine traditionnelle chinoise. Donc le mot traditionnel est important parce que la médecine chinoise est une médecine millénaire et les techniques utilisées dans les soins sont toujours utilisées aujourd'hui et elles ont il y a beaucoup d'outils qui sont ici sur la table. Vous avez beaucoup de choses, en particulier la pharmacopée qui est dans les sachets qui est là. Il y a des plantes, des associations de plantes qui sont utilisées depuis de nombreux siècles. La grande force de la médecine chinoise, c'est d'avoir compilé à travers les siècles en fait, de nombreuses informations. Et donc, au niveau des formules de plantes, l'utilisation des plantes, l'utilisation des points d'acupuncture, il y a beaucoup de choses qui se sont compilées au fil des siècles. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise? Elle essaye de rétablir l'équilibre énergétique du corps. Elle va prendre en compte la personne dans son ensemble. C'est-à-dire essayer de comprendre les symptômes, essayer de comprendre ce qui dysfonctionne dans le corps, pourquoi la maladie apparaît. Donc, je vais vous décrire une séance en cabinet. Donc, quand une personne se présente en cabinet, il y a, on va dire, deux grands types de pathologies, les pathologies aiguës, les pathologies chroniques. Au niveau des pathologies aiguës, la médecine chinoise va être très efficace pour traiter tout ce qui va concerner les problèmes musculo-squelettiques, les douleurs, problèmes de dos, de sciatique, de genoux, de coudes, des tendinites, des tendinites au coude, des épicondylites, des tendinites aux chevilles, des problèmes de sciatique, des maux de dos, d'épaule. Donc, quand on a ce type de pathologie qui se présente en cabinet, on n'a pas besoin de faire une anamnèse très importante. Le praticien va se consacrer essentiellement à soulager les douleurs. Et là, il va avoir plusieurs outils à utiliser. Le premier outil, c'est le massage Tuina. Le massage Tuina, Tui en chinois, ça veut dire pousser, Na, ça veut dire saisir, l'association des deux. Donc ça correspond à des gestes. Dans les techniques de massage Tuina, on a à peu près une cinquantaine de gestes qui vont être différents en fonction de l'effet thérapeutique qu'on veut rechercher et de la zone sur laquelle on travaille. On va travailler avec des doigts sur des petites zones, sur des points d'acupuncture. On peut travailler avec la main, avec le poing, avec le coude, selon la technique que l'on recherche. Et l'effet qu'on veut réaliser en fait pour soulager la douleur. Donc le massage Tuina, associé à ce massage, on a aussi d'autres outils qu'on va pouvoir utiliser. L'utilisation des ventouses, par exemple. Ça, c'est une très grosse ventouse. Il en existe des plus petites. Ça, c'est une ventouse qui fonctionne avec la flamme. On allume la flamme, on fait du vide à l'intérieur et la ventouse va venir se coller sur la partie que l'on veut soulager. La douleur en médecine chinoise est synonyme de mauvaise circulation énergétique. Et très souvent, au niveau local, de mauvaise circulation sanguine aussi. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça arrive. Le massage Tuina associé à la ventouse, qui va être posé d'abord, le massage derrière, ça va permettre de décongestionner la zone et de faire circuler, de remettre en circulation les choses qui étaient bloquées. Un peu comme quand on sort de la pâte à modeler d'un placard, qui est une pâte à modeler qui est froide, elle est dure, on a du mal à travailler avec. Quand on va l'avoir réchauffée et puis malaxée, on va pouvoir utiliser la pâte à modeler. Au niveau des groupes musculaires et des chaînes sur lesquelles on travaille, c'est un peu la même chose qu'on va rechercher. On va remettre en circulation par des mouvements qui réchauffent, des mouvements qui malaxent, avec différentes techniques, comme je dis, les doigts, la main, le poing, le coude, des techniques de tapotage, des techniques de frotter, des techniques d'appui. Il y a beaucoup de choses utilisables.
On peut utiliser aussi, bien sûr, quelquefois des aiguilles d'acupuncture pour décongestionner aussi les zones. On va utiliser aussi des aiguilles autour des articulations, par exemple, sur des épicondylite. Voilà, on pose des aiguilles, on fait du massage, on fait de la mobilisation articulaire. Voilà, pour comment on peut soulager les douleurs musculo-squelettiques. D'accord. Et tout de suite après une séance, en général, on ressent déjà du bien-être, du mieux-être. On part d'une personne qui arrive avec le dos coincé avec un gros lumbago, après une utilisation des ventouses, une séance de massage derrière intensive, peut-être des aiguilles d'acupuncture, on arrive à à remettre une personne sur pied assez vite. L'année dernière, l'hôpital de Pékin, dans le service spécifique de ces traitements de problématiques musculo-squelettiques, on a vu arriver des gens, il y avait une tenniswoman par exemple, on est Roland Garros. La jeune sortait de son match d'entraînement, elle est arrivée avec une entorse de la cheville, elle est arrivée en boitant, elle est repartie en marchant. Il y a des choses qui sont très efficaces. Ensuite, quand on se présente, quand une personne vient consulter un praticien pour d'autres problèmes plus importants, plus chroniques, plus installés, souvent depuis de nombreuses semaines, mois, ça peut être des douleurs, mais il peut y avoir des problématiques diverses et variées. La médecine chinoise, elle peut soulager des tableaux pathologiques, des problématiques sur les différents systèmes du corps, c'est-à-dire système cardio-respiratoire, système digestif, système endocrinien, des problèmes gynéco pour les dames, les douleurs, on en a parlé. En fait, la médecine chinoise, elle va avoir des réponses à quasiment tous les tableaux. Elle ne va pas tout régler, surtout pas en une séance quand les choses sont installées depuis longtemps. Mais elle va pouvoir améliorer la situation du consultant. Pour cela, en fait, le praticien va devoir établir un bilan énergétique, faire une anamnèse, et pour ça, le temps de l'examen est très important. Il va y avoir 4 temps pour cet examen. Le premier temps, ça va être l'interrogatoire. Et là, il va y avoir un ping-pong. La première séance, en général, elle peut durer longtemps, justement, peut-être 20-30 minutes, des fois, de discussion sur le mode de vie de la personne. On va s'attarder en médecine chinoise pour comprendre le tableau, comprendre ce qui se passe, à poser de nombreuses questions sur la façon de s'alimenter, comment se passe le sommeil, est-ce que la personne est frileuse ou au contraire ne l'est pas. On va avoir des questions sur les dames, sur la régularité des cycles menstruels. On va avoir des questions sur les symptômes et la localisation, l'heure à laquelle ils apparaissent dans la journée. Avec toutes ces questions, on a des idées sur une orientation vers un tableau pathologique. En médecine chinoise, on va essayer de déterminer un syndrome de la médecine chinoise avec des noms bien spécifiques, je vais revenir après. Donc le praticien va continuer à poser des questions. Quand il aura établi sa liste de questions, il va s'attarder à prendre le pouls. D'accord ? On va prendre les pouls sur les 2 poignets. Les pouls vont permettre de mesurer l'énergie de différents organes. Sur la main droite, les organes qui sont les fournisseurs de l'énergie du corps, c'est-à-dire le poumon, l'air que l'on respire, la rate, associée au rate pancréas et le système digestif, qu'est-ce qu'on mange, le rein du côté droit, les reins des 2 côtés, on va les trouver, ce sont des réservoirs énergétiques. Côté gauche, on a l'aspect plutôt matière, là on était sur l'énergie, le yang, là côté matière on a le yin, c'est-à-dire la loge du cœur et du foie. Donc il peut y avoir une loge qui va être vide, ou un pouls qui va taper très fort. Alors je ne vais pas vous déployer, on pourrait faire un cours entier sur les différents pouls que l'on peut trouver. Il va y avoir 2 grandes pathologies, des pouls de plénitude où ça va taper fort, on va sentir les pouls, et des pouls de vide. Quand on va aller dans les maladies chroniques, très souvent, on est plutôt dans des situations de vide. Donc le pouls va donner une information supplémentaire. Ensuite, le praticien doit observer la langue du consultant.
Sur la langue, il y a une cartographie. Au centre, c'est le système digestif. Sur les côtés, c'est le foie. Sur la pointe, c'est le cœur. La couleur de la langue va donner une idée du terrain. Si la langue est rouge, il y a de la chaleur en interne. Si la langue est pâle, c'est plutôt du froid. La langue pâle, la personne aura souvent, on va décrire des problématiques de frilosité. Pour la chaleur, au contraire, on va pouvoir, la chaleur, on va peut-être trouver un pouls qui va être rapide. Ça va être un signe de chaleur. Donc là encore, deux grands types de pathologies, du froid ou de la chaleur en interne. J'ai dit du vide ou du plein. Et on peut avoir du plein et du froid, et on peut avoir du plein et du chaud. D'accord ? Tout ça se mélange, c'est pas toujours le froid avec le vide. Il va y avoir ces convergences en fait d'éléments qui vont permettre aux praticiens déjà d'avoir une orientation vers un tableau pathologique. Ensuite, il va y avoir un autre temps le deuxième temps, c'est l'observation. On demande à la personne de se mettre en sous-vêtements parce qu'on va regarder, en fonction déjà des indices que l'on a, on va regarder un certain nombre de choses. Le temps d'examen est vraiment long, la première séance. On va regarder les vertèbres dans le dos. Certaines vertèbres, si elles sont douloureuses, vont être des signaux d'alerte sur des problématiques liées à un organe. À chaque tranche de vertèbre, en fait, va correspondre un organe. On va regarder peut-être déjà l'aspect du teint, de la peau, de la sécheresse sur la peau, signe de chaleur. On va avoir des localisations. Est-ce que c'est sur les jambes, est-ce que c'est sur le haut du corps? Tout ça, ça va aussi donner de nouveaux indices. Ensuite, il y a également un temps que l'on appelle l'audio-olfaction. L'audio, c'est qu'avec certains tapotages, par exemple, on va avoir des vides et des pleins au niveau abdominal. Donc, c'est des sons qui sont différents. On va orienter la situation vers une situation de plénitude ou de vide, d'accord, sur les organes, la palpation abdominale. Est-ce qu'on a mal du côté du foie? Est-ce qu'on a mal dans la sphère abdominale, plutôt gynéco pour les dames, par exemple? Côté gros intestin, il y a plusieurs zones à les palper. Là encore, avec toujours de nouveaux indices. Et du coup, la convergence de tous ces indices va déterminer, le praticien va être capable de déterminer un syndrome de médecine chinoise. Par exemple, un vide d'énergie du système digestif, on dira vide de qi. Le qi, c'est l'énergie, de médecine chinoise. Vide de qi de la rate. D'accord ? Si on a du froid associé à ce tableau, on va dire vide de yang. D'accord ? Parce que le yang, c'est la chaleur, donc vide de yang de la rate. C'est du qi en vide plus du froid, installé sur le même tableau. Tableau plus complexe. Il peut y avoir des situations de plénitude, par exemple un feu du foie. Il peut y avoir un feu de l'estomac, des remontées acides, par exemple, ça va être un des signes. Il peut y avoir des vides de sang, avec de la pâleur, avec de la frilosité au bout des mains, c'est un des signes du vide de sang. Le patient s'est peut-être présenté avec un symptôme pour lequel qu'il a fait venir dans le cabinet, en particulier des symptômes qu'on rencontre fréquemment, des maux de tête. D'accord ? Les maux de tête, dans les tableaux de médecine chinoise, on va les rencontrer sur à peu près 60 tableaux pathologiques. On peut avoir des problématiques de maux de tête, de migraine. Mais il peut y avoir le feu du foie, par exemple, peut créer des montées de chaleur et créer des problèmes de maux de tête. Mais il y a des situations de vide qui vont aussi provoquer des maux de tête ou des vertiges. Donc c'est vraiment l'addition de tout ce qui va être observé pendant l'examen, parce qu'on ne va pas traiter le maux de tête issu du feu du foie, une situation de plénitude et de chaleur, de la même façon que un vide, d'accord, qui va créer lui aussi des maux de tête. On n'aura pas le même principe de traitement derrière. Pour la chaleur, il va falloir l'évacuer, d'accord, et rafraîchir. Pour le vide, il va falloir tonifier l'énergie, réchauffer peut-être si on était sur le vide de yang. Donc voilà,
l'importance de déterminer le bon tableau pathologique, c'est vraiment le plus gros exercice que doit réaliser le praticien. Et des fois, on ne tape pas tout de suite du premier coup parce qu'il y a des tableaux qui se croisent, parce qu'il y a des situations. D'abord, on essaye d'aller toujours soulager, dans une première séance, d'aller soulager les symptômes principaux, les douleurs, mais on va régler par exemple une partie des maux de tête, mais on ne va pas régler tout de suite les problématiques de feu du foie. Donc, selon le tableau que l'on va déterminer, on va devoir utiliser différents outils. Il y en a quelques-uns qui sont sur la table. Donc, quand on parle de médecine chinoise, très souvent on pense à l'acupuncture. L'acupuncture, c'est utiliser les points qui sont sur le corps avec des trajets bien spécifiques qui partent des mains jusqu'à la poitrine ou dans l'autre sens. Il y a des méridiens qui sont dans les bras, il y en a 6, les méridiens principaux. Et puis il y en a 6 dans les jambes qui relient la tête et les pieds. C'est 3 et 3 ou c'est 6 et 6? C'est toujours 6 et 6. Il y a 6 méridiens, 6 fois 2, parce qu'on va retrouver le méridien du poumon, par exemple, qui part de la poitrine qui vient jusqu'au pouce, d'accord, mais on l'a à droite et à gauche. D'accord, les méridiens sont tous symétriques. Les 12 méridiens principaux des grands organes. Après, il y a 2 autres grands méridiens qui sont le Junmai qui est devant, dans l'axe central, et puis le Dumai qui est derrière sur la colonne. D'accord, il y a des points d'acupuncture où on va placer des aiguilles entre les vertèbres. Il existe encore d'autres méridiens. Je ne rentre pas dans les détails, il y a d'autres méridiens qui sont des méridiens qui font le lien entre l'énergie vitale et les organes et qui vont être les vecteurs, on les appelle les nerfs et les vaisseaux, qui vont être les vecteurs nourriciers, on va dire, des organes. Quand ces vaisseaux-là sont bloqués, il va y avoir des vertèbres qui vont être en translation. Certaines vertèbres, si on a un vide, je parlais du vide de Yang de la rate, c'est le méridien merveilleux vaisseau qui s'appelle Chongmai, d'accord, ça correspond à la vertèbre dorsale numéro 7. Une vertèbre dorsale, si on appuie dessus, s'il y a un vide sur le Chongmai, il y a un blocage, la vertèbre est translatée. Donc, un des outils du praticien, c'est d'essayer déjà de remettre la vertèbre. On a des pratiques, ça fait partie du Tuina, on appelle Tuina Zhengwu, c'est de remettre, de faire des gestes ostéopathiques en fait, qui vont permettre de rétablir l'équilibre. Donc il y a des techniques pour pousser la vertèbre et la remettre à sa place. Il faut manipuler la personne d'une certaine façon. Corriger un bassin aussi, c'est aussi un geste important puisque le corps dépense beaucoup d'énergie à se rééquilibrer. Et comme on le fait très bien quand on va chez l'ostéo, enfin l'ostéo sait très bien faire ça. Dans certaines écoles de médecine chinoise, c'est le cas à l'IFTEM à Bordeaux, on apprend certains gestes dans des postgrades pour remettre le bassin en place, faire des tests d'abord pour voir ce qui peut être décalé, parce que tout le monde n'a pas de bassin décalé, mais c'est très fréquent. Donc en début de séance, faire un check comme ça sur la colonne, le bassin, ça permet déjà de remettre les choses en place. Et les informations qui vont être envoyées ensuite par le travail d'acupuncture, par exemple, ou par massage, vont être mieux reçues par l'organisme parce qu'il est un peu réaligné. Donc l'acupuncture, si on doit faire un traitement d'acupuncture sur les méridiens, il existe près des extrémités, que ce soit dans les mains comme dans les pieds, aux extrémités des 12 grands méridiens, on a des points qui ont la capacité de réchauffer ou de refroidir. Si on est dans une situation de chaleur, de feu du foie, dont j'ai parlé tout à l'heure, on va aller sur le méridien du foie et du viscère associé, souvent, le vis biliaire en l'occurrence pour le foie. On va aller chercher les points. Alors foie et bébé, c'est dans les jambes, c'est pas dans les mains. Mais on va aller chercher les points qui refroidissent. Et on va tonifier cette énergie pour refroidir et on va disperser les points de chaleur. D'accord, pour rétablir, je parlais d'équilibrer au début tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans une séance de médecine chinoise? C'est rééquilibrer l'énergie. S'il y a trop de chaleur, on va l'enlever et mettre du froid. S'il y a trop de froid, on va faire l'opération inverse. Et forcément, ça ne sera pas les mêmes points que l'on utilisera. Si on veut tonifier l'énergie, il y a des points spécifiques qu'on utilise tout le temps pour tonifier l'énergie. Si on veut soulager la douleur, il y a des points
il y a des points antalgiques que l'on va régulièrement utiliser aussi pour soulager la douleur. Donc l'acupuncture est un outil très souvent associé à l'acupuncture. Voilà un autre outil que je vous présente, c'est le moxa. Alors, le moxa prend plein de formes. La moxibustion, ça ce sont deux grands cigares. Celui-là, c'est de l'armoise naturelle. Les feuilles d'armoise, ça ressemble un peu à un cigare, hein, si je l'ouvrais. Il y a des feuilles qui sont enlevées, qui sont séchées. L'armoise a la capacité de brûler à une haute température, plus chaud qu'un mégot de cigarette. Et donc, si on doit justement enlever, faire partir le froid, on va utiliser la moxibustion pour, sur un point d'acupuncture, venir envoyer de la chaleur sur ce point. La moxibustion, elle est très utilisée pour les problèmes articulaires, pour les problèmes d'arthrose, qui va venir justement se loger, l'humidité qui vient se loger dans les articulations. On va utiliser, il y a également des vétérinaires qui utilisent la moxibustion pour soigner les animaux. On va venir réchauffer le point. Si on veut tonifier, envoyer de la chaleur, tonifier ou disperser, il y a deux techniques, encore une fois. Tonifier, c'est pour régler un problème de vide. Disperser, c'est pour régler un problème de plénitude. Plénitude, c'est qu'il y a des choses, alors du feu, mais il peut y avoir une plénitude de froid aussi. Il peut y avoir les pathologies en général, elles évoluent quand elles sont en interne. Un froid va se transformer en chaleur au bout d'un moment. C'est toujours cet aspect yin-yang, l'un engendre l'autre. Mais toutes les pathologies, dans notre médecine occidentale, c'est la même chose. Très souvent, quand on a des inflammations, on va parler d'otite, de péritonite, de tendinite, tout ça, c'est des inflammations en fait. En médecine chinoise, on ne va pas utiliser ce mot similaire, mais on va parler de chaleur déjà, de feu. Et donc, alors le moxa, on ne l'utilise pas quand on est sur une plénitude de chaleur. On va l'utiliser dans les situations de froid. Il existe, j'en ai pas ici à vous montrer, on peut mettre au bout d'une aiguille d'acupuncture, on peut placer les moxas que l'on va ici allumer sur l'aiguille, et l'aiguille étant placée sur le point d'acupuncture, en fait, elle va conduire la chaleur à l'intérieur du point. Donc là encore, tout dépend du tableau pathologique dans lequel on est, et tout dépend de l'effet que l'on recherche. L'acupuncture est un outil. J'ai parlé du massage Tuina. Il y a beaucoup de tableaux pathologiques où le massage Tuina, déjà j'ai parlé de le réalignement de la colonne et du bassin. C'est un pan du Tuina, mais le massage Tuina peut être aussi intéressant, quels que soient les tableaux. C'est très souvent en fait l'addition de plusieurs outils qui va faire que le traitement va être plus efficace. L'acupuncture est un outil. Un deuxième grand outil, le troisième, si j'ai parlé de Tuina, l'acupuncture, le troisième grand outil, c'est l'utilisation de la pharmacopée chinoise. Alors ici, vous avez quelques sachets. Ça, ce sont les plantes que l'on trouve dans les pharmacies. Vous passez dans la rue, ça sent à des kilomètres. Ce sont, pour 80% de la pharmacopée chinoise, peut-être un peu plus, c'est du végétal. Il y a aussi un peu de minéral. Le minéral qui a la capacité la plus... l'élément de la pharmacopée chinoise qui a la capacité la plus refroidissante est un minéral, c'est du gypse en poudre. Ça, ce sont des plantes, ce qu'on appelle des plantes entières. Même si elles ont été un peu coupées et séchées, ce sont des plantes entières. On a plusieurs... je vais dire comment après elles sont prescrites très souvent au cabinet. Ces plantes, elles ont des capacités très particulières. Fouling, c'est un champignon à la base. Fouling, il va être diurétique, il va tonifier la rate. La rate, elle n'aime pas l'humidité. Le système digestif, il n'aime pas l'humidité. L'estomac aime l'humidité, la rate n'aime pas l'humidité. Mais là, quand donc tu dis il la a rate, la capacité... quand on dit rate en médecine chinoise, c'est rate associée au pancréas. Mais en énergie, tu parles. Parce que par exemple, moi, je n'ai plus la rate. Oui, mais quand on dit, justement, écoute-moi bien,
On ne parle pas en médecine chinoise, l'organe rate en médecine chinoise ne correspond pas à notre organe D'accord. qui, un de ses actions principales, notre rate, c'est le transformateur de notre hémoglobine, là, nos globules rouges qui sont en fin de vie, d'accord, qui va les recycler. Quand on parle de la rate, notre organe fait partie de ce grand système qui est en fait le système digestif, c'est la capacité digestive. Très associé à la rate, c'est le pancréas, indissociable de la rate. D'accord. L'organe associé à cette entité rate-pancréas, c'est l'estomac. Donc Fouling, lui, c'est une capacité diurétique. Repos, ça fait circuler l'énergie dans les méridiens, quand il y a des stagnations. Chairou, ça fait aussi, dans la médecine chinoise, les organes ont des fonctions particulières. L'organe qui va être le responsable de la libre circulation de l'énergie, c'est le foie, donc associé à la vésicule biliaire. Et Chairou a la capacité de remettre en circulation l'énergie du foie. Inchen, ça c'est pour traiter les problèmes d'ictère. Damqui, d'angélique. Alors en médecine chinoise, on apprend les noms des plantes en chinois, mais elles ont des noms, forcément des noms latins, et aussi des noms français. Mais ce qu'on utilise nous dans notre pharmacopée, dans la pharmacopée chinoise, quand on est praticien de médecine chinoise, ce sont des plantes venues de Chine, parce que ces plantes, elles sont poussées sur un terrain bien particulier, et dans certaines montagnes, tout ça, l'angélique chinoise n'a pas la même vertu que l'angélique qui pousse sur dans nos terroirs. Donc oui, c'est l'angélique. Ça, c'est pour tonifier le sang. Marwang, c'est, vous connaissez ce nom-là, c'est de la... je confonds Marwang. Darwang, c'est pour évacuer les selles, et Marwang, ça fait transpirer. D'accord, c'est pour évacuer les toxines. Ouais, quand on a des gros rhumes, des attaques de froid qui vont bloquer, et on ne va pas avoir de transpiration parce que les pores de la peau sont bloqués. Ça va permettre de faire la transpiration et d'évacuer les toxines. Xuantiong, c'est encore en lien avec le sang, et le foie, c'est pour faire circuler le sang. Donc la pharmacopée chinoise, vous imaginez bien qu'il y a des milliers de plantes qui existent. J'ai dit 80% de végétal, 80-90%, après du minéral et aussi de l'animal. On va trouver des choses dans l'animal. Vous avez déjà entendu parler de la corne de rhinocéros, c'est plus utilisé aujourd'hui, on utilise de la corne de buffle. Il y a des tableaux pathologiques où certaines drogues, certaines substances animales sont nécessaires. La sangsue, qui a la capacité de sucer le sang, elle est utilisée aussi dans notre médecine. On utilise des vrais sangsues qu'on va poser sur des hématomes pour récupérer du sang coagulé. La sangsue séchée, utilisée dans des formules de plantes de médecine chinoise, va avoir la capacité de casser les stases de sang en interne, pour diluer les stases et les faire s'évacuer. Twinner, acupuncture, pharmacopée. Alors comment on la trouve, la pharmacopée? On peut la trouver comme ça quand les Chinois vont chez leur médecin dans les hôpitaux, et quand on leur donne des prescriptions, ils partent avec souvent des ballotins qui sont des fois plus gros que ça, parce qu'ils ont 15 jours, des fois même une seule semaine ou 15 jours de traitement, ou un mois. Ils peuvent partir avec 3 ou 4 ballotins comme ça. Parce que ce sont des plantes entières. Et eux, ils vont s'astreindre à faire des décoctions. Et dans notre vie trépidante chez nous, si votre médecin vous donne ce paquet et vous dit, votre praticien de médecine chinoise vous a fait commander de la pharmacopée avec des plantes entières et que vous devez faire vos décoctions, faire bouillir pendant 1 heure, filtrer, récupérer le truc pour la première eau, la deuxième, vous avez 2 heures de préparation.
pour ingurgiter le liquide sur la journée ou peut-être sur 2 jours. Après, vous jetez le premier sachet, et puis vous faites la même chose le lendemain. Chez nous, c'est pas possible, c'est très compliqué. Donc, ce que les praticiens ont l'habitude de faire aujourd'hui, ce qui fonctionne beaucoup, c'est d'utiliser des plantes en poudre qui sont concassées, et on va récupérer ces... Le praticien va en lien avec les laboratoires qui fournissent la pharmacopée chinoise. Vous allez recevoir chez vous de la poudre, et là vous allez faire bouillir de l'eau et puis diluer votre dose en fonction de la posologie qui est choisie. Diluez votre dose dans l'eau, et puis très souvent avant le repas ou juste après, vous prenez votre pharmacopée de cette façon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil? J'ai parlé d'acupuncture. Ça, c'est également un élément qu'on utilise en acupuncture, c'est l'auriculothérapie. Alors, pour l'auriculothérapie, on utilise des aiguilles bien plus petites. Avant d'utiliser des aiguilles, on utilise un stylet très souvent pour stimuler les points. Aujourd'hui, il existe aussi des outils ou des stimulations laser sur les points. Et très souvent, après la séance, on va laisser dans l'oreille de la personne, du consultant, on va laisser un magrin, c'est-à-dire une petite graine que l'on va coller à l'intérieur de l'oreille et que la personne va pouvoir stimuler en rentrant chez elle. Va pouvoir garder l'autocollant pendant plusieurs jours, une semaine jusqu'à la séance suivante, pour stimuler et continuer à renvoyer une information au système. Dans l'oreille, il y a une cartographie en fait, avec des points qui sont en lien directement avec les grands systèmes et les organes. Quand je dis grand système, système endocrinien par exemple, et puis les organes que vous connaissez. L'oreille, en fait, c'est un fœtus à l'envers. D'accord? Vous avez la tête ici, le dos du bébé, les organes internes, le bébé replié sur lui-même. D'accord? C'est une cartographie. À l'hôpital à Pékin l'année dernière, j'ai vu plusieurs médecins, ça dépend là encore des services, ça dépend des habitudes des médecins et ça dépend aussi de l'effet recherché. Mais certains patients repartaient avec des magrins. Ils avaient eu un traitement d'acupuncture pendant le temps où ils étaient là en consultation. Et puis à la fin de la séance, le médecin ou souvent l'assistant mettait 3 ou 4 magrins dans chaque oreille pour que le patient puisse retourner chez lui et se stimuler les points dans les oreilles jusqu'à la séance suivante. Et c'est composé de quoi Alors ça, c'est traditionnel, ça c'est des petites billes, des petites graines de je ne sais plus quoi, c'est très dur, c'est des graines qui sont très dures, et du coup, comme elles sont collées sur un cartilage qui est assez rigide aussi, en pressant avec les 2 doigts, tu vas stimuler le point. Dans les outils qui sont visibles, ils sont tous là. Mais il y a 2 outils qui sont très importants dans la médecine chinoise pour la prévention. Et c'est la diététique et le Qigong, la pratique corporelle. Alors il existe pour les médecins qui sont formés à ça, les médecins de Pékin, dans certaines écoles de médecine traditionnelle chinoise en France, il y a quelques techniques de Qigong médicales qui peuvent être enseignées, mais ça ne fait pas partie du paquet du praticien qui présente le diplôme national de médecine traditionnelle chinoise. Dans les écoles qui sont affiliées à la Fédération française de médecine traditionnelle chinoise, on apprend à utiliser, donc d'abord repérer les trajets de méridien, indispensables pour le Tuina, indispensable pour l'acupuncture. On apprend à connaître les plantes principales. La pharmacopée, on pourrait passer une vie entière à apprendre des choses sur la pharmacopée. On apprend les grandes formules qui sont utilisées sur les tableaux pathologiques, parce que entre 2 personnes qui souffrent du même syndrome, entre un homme, une femme, une personne corpulente, une personne âgée, ils peuvent avoir 2 personnes qui peuvent souffrir du même syndrome, mais le médecin pharmacopiste avancé ne va pas composer sa formule de la même façon. Il va y avoir 80% peut-être de choses identiques,
mais des formules, des additions de plantes spécifiques pour l'une et pour l'autre, peut-être des choses, des dosages différents. La pharmacopée, c'est une vie entière. Donc nous, on apprend les formules, on peut donner, prescrire de la pharmacopée, on peut faire un traitement d'acupuncture, on peut faire du massage Tuina et on va donner également des conseils diététiques. Parce que selon les saisons, on dit qu'en médecine chinoise, on va chaque saison renforcer un organe en particulier. Parce que c'est un des facteurs pour ne pas tomber malade, c'est de renforcer l'organe principal dans sa saison. Le foie au printemps, le cœur en été, le poumon à l'automne, le rein en hiver. D'accord ? Chacun de ces grands organes est associé à un autre viscère. Le foie, c'est la vésicule biliaire, cœur, intestin grêle, poumon, gros intestin en automne, le rein et la vessie en hiver. Et puis, j'ai pas parlé de l'intersaison. Entre ces 4 saisons, il y a 4 intersaisons. C'est l'élémentaire qui est concerné et c'est la rate estomac, rate pancréas et estomac. Quand on est en été comme en ce moment, l'été a déjà commencé en médecine chinoise depuis la fin mai. Depuis même selon le calendrier taoïste, même depuis le début mai, il y a déjà 24 périodes dans la médecine taoïste. Et l'été a déjà commencé. Le cœur de l'été, en fait, dans la vision médecine chinoise, le cœur de l'été, c'est le jour le plus long de l'année, le 21 juin. C'est le cœur de la saison d'été parce que derrière, ça commence à redescendre. On a toujours une phase yang de croissance dans l'énergie, une phase de descente. Quand on aura passé le 21 juin, les joueurs vont commencer à décroître. On ne s'en rend pas compte tout de suite fin juin, début juillet, mais quand on arrive à fin juillet, on sait bien qu'on a perdu pratiquement 1 heure de soleil et que l'été est derrière nous. Et du 27 juillet au 15 août, on est dans une période d'intersaison et l'automne commence le 15 août. Et ainsi de suite. Le pic de la saison, c'est les solstices et les équinoxes. Donc on essaye de renforcer chaque organe dans sa saison. Si on suit la diététique chinoise, il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on va trouver dans la diététique de chez nous. Manger des fruits et des légumes bio, c'est meilleur. De saison, bien sûr, c'est meilleur. Il y a une pyramide des aliments où on doit manger davantage de céréales, de fruits et légumes, des légumineuses. Et puis après, on va monter dans la pyramide avec des protéines, viande, poisson, des œufs, les produits laitiers, les asiatiques, les chinois n'en mangent pas. Ça peut être intéressant de prendre des produits laitiers dans certains tableaux pathologiques parce qu'on est en mythe de yin, par exemple, on a besoin de matière. Sinon, les produits laitiers ont pour effet de produire de l'humidité. Je parlais de problématiques, l'humidité va venir s'installer au niveau articulaire, en particulier créer des problèmes d'arthrose, par exemple. Au sommet de la pyramide, le sucre et le sel. Donc dans la diététique, en fait, c'est un travail de fond. Ce que les Chinois ont fait en plus de nos connaissances que nous avons dans les fruits et légumes, c'est qu'ils ont classé les aliments par leur capacité réchauffante ou refroidissante. J'ai dit tout à l'heure, en début d'intervention, qu'il y avait deux grands tableaux, le froid ou la chaleur. Quand on a des problématiques de froid, de vide de yang par exemple, de rate, on doit essayer de trouver les aliments qui vont venir réchauffer le système en interne. La pharmacopée va avoir les mêmes propriétés, on va utiliser de la pharmacopée qui va venir réchauffer. Si on a des problématiques de chaleur, on va éviter tout ce qui réchauffe, en particulier les épices et l'alcool par exemple. Ce sont des produits qui réchauffent. Mais de la même façon, les viandes et les poissons sont classés. Et en plus d'avoir une capacité nature froide ou chaude, les aliments ont une capacité, un tropisme particulier. Certains aliments vont aller plutôt renforcer l'énergie du foie, d'autres l'énergie du cœur, du rein. Voilà, encore une fois, chaque organe. Donc, si on fait bien les choses, on évite de tomber malade. Pour éviter de tomber malade, on suit la diététique de saison en saison. Et puis, si on est tombé malade, eh bien, on va essayer d'aller trouver... si on est en été mais qu'on a un problème de rein, le rein c'est l'hiver, on va essayer quand même pendant l'été de renforcer son rein. Donc de trouver, par exemple la saveur salée va renforcer l'énergie du rein. De trouver des fruits de mer par exemple, ça peut aider à soutenir l'énergie du rein. Mais la pharmacopée
l'acupuncture, le massage reste là aussi indispensable. C'est toujours plus compliqué de rétablir une situation de vide, parce que c'est installé souvent dans le temps, d'accord, ce sont souvent des situations chroniques. C'est plus compliqué de rétablir une situation de vide que de résoudre une problématique de plénitude. Là, le massage, on va disperser, on va avec la pharmacopée aussi évacuer des choses et retrouver l'équilibre plus rapidement. Voilà pour le quatrième outil qui est la diététique. Et puis le Qigong, c'est la pratique corporelle aussi. Il y a le Qigong comme le yoga dans l'Ayurveda. Le yoga, c'est une pratique dans l'Ayurveda indienne. On a beaucoup de similitudes avec la vision chinoise. On travaille sur les saisons, le massage, la diététique, c'est très important. Le yoga, c'est des pratiques corporelles qui sont adaptées pour tout au long de l'année. Dans le Qigong, on a aussi des techniques qui sont très adaptées et qui vont aussi varier selon les saisons. On va là encore essayer de renforcer le rein dans sa saison. Donc dans l'hiver, on aura des mouvements spécifiques pour étirer les méridiens. Les méridiens, c'est tout un réseau. Il y a le méridien tendinomusculaire qui est le méridien de surface, donc c'est les muscles et les tendons. Si on travaille les étirements de ces muscles-là, on va activer l'énergie dans le méridien principal en profondeur. Donc c'est pour ça qu'en Qigong, il existe par exemple des exercices qui ont été mis en place par un médecin chinois qui a laissé son nom à de nombreuses formules de plantes. Il y a des points d'acupuncture qui s'appelait Huatou au IIe siècle et qui a fait une série d'exercices sur les 5 animaux, ça s'appelle les 5 animaux du Qigong. Et à chaque saison, on a deux mouvements spécifiques pour étirer les méridiens de l'organe dans sa saison. Voilà. Donc la pratique corporelle, la diététique, c'est vraiment le travail de fond pour garder l'équilibre. Après, c'est pour ça que c'est intéressant, la médecine chinoise, elle a cette grande force de pouvoir équilibrer dans le temps les choses. Après, bien sûr, on a des déséquilibres, c'est pour ça qu'on va consulter n'importe quel thérapeute, un médecin ou n'importe quel thérapeute, quand on a un déséquilibre. La médecine chinoise est en capacité de rétablir, quelle que soit la saison, quel que soit l'organe. On a des solutions pour essayer de rétablir l'équilibre, atténuer les douleurs, comme dans d'autres thérapies. Ça, c'était quelque chose que je n'avais pas montré. Ça fait partie aussi du moxa. Le moxa, ça vient réchauffer. Ça, c'est une boîte à moxa. Donc, il y a une petite grille pour pas que la cendre tombe sur la peau de la personne. On va allumer le moxa et placer ça sur le point. Très souvent, la personne est allongée. On travaille sur des tables de massage pour faire des techniques manipulatoires ostéopathiques ou après les aiguilles d'acupuncture ou le travail de moxa. On pose ça sur le point à réchauffer, par exemple, un point très important situé entre la deuxième et troisième lombaire, qui est le point Mingmen, la porte de la vie. On va souvent réchauffer ce point-là parce que c'est un point qui a besoin d'être chaud. Quand on est dans un vide de yang, justement avec un vide d'énergie avec du froid, on va souvent venir réchauffer ce point-là. Ça, c'est un autre outil qui fait partie du Tuina. Ça s'appelle un gua sha. On va venir, alors il y a une forme arrondie parce qu'on peut travailler pour, ça va permettre les frottements et d'évacuer de la chaleur. Si on frotte beaucoup, alors encore une fois sur des zones spécifiques, on travaille beaucoup dans le dos, mais on peut travailler sur d'autres parties du cou, même du visage. C'est pour ça que vous avez des parties plus étroites, plus fines. Pour évacuer de la chaleur, on va frotter et on peut frotter jusqu'à faire rougir beaucoup pour justement évacuer la chaleur. Dans la médecine chinoise, on utilise certaines huiles dans le massage pour venir faire circuler les choses. Pour les problèmes musculo-squelettiques, c'était le début de mon intervention. Le Tuina, c'est un des premiers outils qu'on peut utiliser en cabinet quand on a des douleurs. Il existe des patchs, il existe, ça vous connaissez, c'est du baume du tigre. Voilà, il y a des baumes qui sont refroidissants, il y a des baumes qui sont réchauffants encore.
Voilà au niveau des outils, au niveau des problématiques que l'on peut traiter, l'huile de massage bien sûr. Voilà, je crois que j'ai terminé la présentation, je réponds à quelques questions si vous voulez. En tout cas, c'est super intéressant. Oui, voilà. Comme tu l'as présenté, c'est très complet. Il y a- C'est il y a sûrement beaucoup de très peu choses. par rapport à Il y a l'ensemble beaucoup de des choses. connaissances, mais c'est... Il y a Pour beaucoup de très clair, choses et on peut passer oui, il faut plusieurs vies pour. La pharmacopée, c'est un domaine très particulier, mais dans l'acupuncture, dans les traitements de certaines pathologies, il y a des postgrades. Donc je continue à me former sur Bordeaux, faire d'autres formations. Ainsi, il y a un élément auquel je n'ai pas fait allusion, qui s'appelle le BADZE. Alors là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus comment dire, un peu différent, mais qui va venir compléter en fait pour mieux comprendre le profil du patient. J'ai bien compris que chaque patient est un cas particulier. Chaque personne qui se présente dans un cabinet est un cas particulier parce qu'on n'a pas le même âge, parce que c'est un homme, une femme, une personne âgée. Et même deux personnes qui ont le même profil, de toute façon, il faut essayer de bien comprendre qui on a en face de soi pour bien établir le bon syndrome et après adapter en fonction de la personne que l'on a en face de nous. Donc il y a un autre outil qui permet de mieux se connaître, ça s'appelle le BADZE, et c'est le BADZE en chinois, ça veut dire les 8 caractères. Dans chacun des 8 caractères, en fait, se décompose en 4 piliers. On appelle ça aussi cette technique les 4 piliers de la destinée. En fonction de votre heure de naissance, votre jour, votre mois et votre année de naissance, on va déterminer votre thème énergétique. Vous connaissez peut-être l'animal du zodiaque chinois dans votre année de naissance. Vous connaissez peut-être l'élément qui est associé à cet animal lors de votre année de naissance. Donc, à chaque pilier, il va y avoir un animal et un élément. D'accord, les 5 éléments. J'ai un petit peu parlé tout à l'heure, la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu. Les animaux du zodiaque chinois sont également composés d'éléments. Et donc, vous avez 4 animaux, 4 éléments. Donc, en fait, vous n'avez que des éléments, parce que les animaux sont même composés d'éléments. Et donc, vous allez composer votre thème énergétique avec une dominante de terre, de métal, de bois. Il y a un cycle d'engendrement des éléments, il y a un cycle de contrôle. Et vous allez mieux comprendre comment vous fonctionnez. Le BADZE va donner aussi beaucoup de choses. Il faudra que je fasse une autre présentation. Je ne vais pas trop m'étaler parce qu'on sort un peu du cadre. Mais quand tu veux. Le BADZE va donner vraiment beaucoup de choses sur le développement personnel et la compréhension de comment l'on fonctionne, aussi dans ses relations, parce que le pilier de l'année correspond aux relations avec la société. En société, le pilier du mois correspond à la famille, le pilier du jour correspond à soi-même et à son couple, et le pilier de l'heure va correspondre à ses accomplissements, à son travail, à ses enfants. Donc ça va donner beaucoup d'informations intéressantes. Et ça permet de comprendre pourquoi certains traitements ne vont pas bien fonctionner parce qu'on travaille par exemple je reviens sur le mythe de Yang de la rate. Pourquoi on n'arrive pas à le traiter? Mais parce que cette personne elle a peut-être une problématique sur l'élémentaire et qu'il faut qu'elle trouve des solutions peut-être en fonction du calendrier. Autrefois, les médecins chinois, encore aujourd'hui, dans la médecine taoïste en particulier, les médecins chinois étaient également, nous on dirait astrologues, mais de façon plus large, comme la médecine chinoise c'est une discipline holistique qui prend en compte la personne dans son entièreté et dans son environnement. L'environnement, si on prend plus large au niveau en fait énergétique, dans quelle énergie vous êtes arrivé le jour de votre naissance, et ça c'est votre thème BADZE qui va venir. Et donc vous allez avoir des faiblesses dans certains domaines,
et des facilités. Et comme il y a un calendrier qui, de façon cyclique, revient tout le temps, les animaux de l'année reviennent tous les 12 ans, chaque mois il y a un animal, il y a un cycle qui change également, tous les 12 mois on retourne sur le cycle. Et puis dans la journée, on retombe sur ce cycle des 12 mois, des 12 animaux, et des 10 éléments. Les éléments, il y en a 10. J'ai dit 5 tout à l'heure, en fait c'est un yang et un yin. Cette année on est en élément bois yin, d'accord, on est serpent de bois yin. L'année prochaine, après le bois, c'est le feu, un cycle d'engendrement, on va passer en feu yang, dans 2 ans on sera feu yin, terre yang, terre yin, métal yang, métal yin, et ainsi de suite. Tous les 10 ans on retombe sur le même élément, tous les 12 ans on retombe sur le même animal. Donc tous les 60 ans, c'est les Chinois prêtent davantage d'attention aux 60 ans qu'aux 50, parce que pour eux c'est important d'avoir réalisé un tour d'un cycle complet en fait. Selon eux, on peut faire 2 cycles normalement. On est programmé pour faire 2 cycles complets. Voilà. Tout le monde n'y arrive pas. Donc ce Bazi, il est très utilisé dans les entreprises chinoises pour je parlais des relations. Vous avez la capacité du feu de contrôler le métal. Le feu fond le métal. Si vous mettez 2 personnes qui ont un caractère feu et un maître du jour feu et un maître du jour métal, ces 2 personnes elles ont tendance à se tirer un peu dans les pattes. C'est pour ça que dans la composition de l'équipe dirigeante d'entreprise, ils vont essayer d'équilibrer en mettant d'autres personnes. Ils vont choisir des jours particuliers pour réaliser ou enclencher une construction, une inauguration, démarrer un projet. Ils sont attentifs au jour de l'année. Dans la tradition chinoise, ça a été mon cas, moi, quand j'ai fait la cérémonie pour être disciple de mon maître à Pékin. Le jour a été déterminé en fonction de ce calendrier. Je ne connaissais pas, moi, le Bazi à l'époque. Mais il m'avait expliqué qu'il y avait un calendrier, et aujourd'hui, je sais de quoi il parlait. Parce que pour l'énergie de l'école, du maître, par rapport à mon thème à moi, par rapport au thème de l'école et du maître, il fallait bien que les choses s'harmonisent au mieux. Donc les Chinois, ils essayent de, en fait, dans leur vision, c'est de ne pas laisser les choses au hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous gagnez au loto, c'est parce que vous regardez votre thème et il y a de fortes chances que ce jour-là, il y ait une convergence d'énergie qui vous soit favorable. Chaque année, il y a un calendrier qui va dire vous allez exactement savoir quel jour est métal, feu, donc en fonction de votre thème, et quand vous avez compris comment vous fonctionnez quand on vous l'a expliqué, vous savez qu'il y a des choses qu'il faut éviter de mettre en route, de déclencher un projet quand il y a des choses qui ne sont pas... ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais ça va peut-être dire que vous allez ramer, que vous allez recommencer, que vous n'allez pas y arriver du premier coup, ça va être moins fluide. Il y a des choses qui sont très bien expliquées dans le thème, et c'est de façon très étonnante aussi les relations dans le couple, dans la famille, en société, qui sont assez bluffantes. J'ai terminé, je crois, ma présentation.